Bonjour. Je vais vous parler de la culture et je vais commencer par vous donner 3 métaphores pour une culture. Première métaphore, la culture, c'est comme le petit déjeuner. La culture est en couche. La culture, c'est comme un nénuphar. Alors, vous avez bien compris, c'est quoi une culture? Alors, la culture, c'est comme un petit déjeuner. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que dans toutes les cultures, vous avez un petit déjeuner typique. C'est quoi un petit déjeuner typiquement français? C'est du pain, du beurre, la confiture, une boisson chaude, en général du café. Et vous pouvez aller partout en France, même dans un tout petit village perdu, et vous avez un comportement attendu, ce petit déjeuner-là. Et où que vous allez, ils ont la réponse appropriée. Vous allez trouver ce petit déjeuner-là. Donc, une culture, c'est qu'est-ce qui est attendu, et comme c'est attendu, l'autre a une réponse appropriée. Mais quand on dit que le petit déjeuner typiquement français, c'est croissant, tartine, café, est-ce que cela veut dire que tous les Français, tous les jours, tous les matins ont cela? Ben non. Il y a des Français qui vont prendre un yaourt, il y a des Français qui vont mettre un peu de fromage, et puis il y a des Français qui vont prendre des haricots rouges, sauce tomate avec un champignon. Et là, vous voyez dans ces 3 exemples, les Français ont déjà commencé à dire yaourt, oui, fromage, oui, haricots blancs, sauce tomate. Alors, c'est en dehors de la courbe gaussienne. Ce n'est pas attendu et ce n'est pas approprié. Donc, c'est cela votre culture. Ça veut dire aussi qu'il y a un Français, il y en a un, qui lui, au petit déjeuner, ce qu'il aime, c'est l'haricot blanc, sauce tomate, et il sait qu'il est bizarre. Il sait que sur la courbe gaussienne d'être français, il est en dehors. Et lui, quand il est chez lui, il va manger des haricots blancs sauce tomate avec ses champignons. Mais quand il va chez des amis, quand il va au restaurant, il ne s'attend pas à cela. C'est aussi cela qui fait qu'il est français. Et quand on est dans sa culture, on sait négocier ses préférences individuelles et les adapter. Et quand on change de culture, on n'a plus le repère pour savoir qu'est-ce qui est ma préférence et qu'est-ce qui est attendu et approprié. Et donc, un des rôles les plus importants que vous pouvez faire en termes de compétences multiculturelles, c'est est-ce que je sais être un guide pour dire aux autres personnes, voilà ce qui est attendu et approprié dans ma culture, et éventuellement, comment vous pouvez négocier si vous avez une préférence différente. Ça, c'était la première métaphore pour une culture. Deuxième, la culture est en couches. Quand on est né, on est tous uniques et différents. Il y a une psychologie, il y a un karma. Et il y a des enfants, quand ils sont nés, ils dorment toute la nuit. Il y a des bébés qui sont réveillés toute la nuit. Il y a un operating system qui est en place. Entre 0 et 9 ans, on va apprendre sa culture. En général, à 3 ans, vous avez pris l'essentiel de votre culture. Votre culture, c'est à quelle distance je me mets pour parler. Est-ce que je vous regarde? Comment? Est-ce que je vous touche pour vous parler? Le temps, est-ce que c'est quelque chose de flexible ou est-ce que c'est quelque chose de régimenté et séquentiel? Est-ce que quand je peux te remontrer du respect, je te regarde ou est-ce que je baisse les yeux? Est-ce que c'est lui qui a le pouvoir, c'est quelqu'un avec qui je négocie? Ou est-ce que c'est quelqu'un avec qui je respecte et donc je fais ce qu'il me demande de faire? Tout cela, c'est votre culture que vous avez pris avant d'aller à l'école, avant 6 ans. Et c'est ça qui est vraiment ancré dans votre système nerveux. On va dire que votre culture apprise entre 0 et 6 ans, c'est votre système nerveux et c'est aussi votre filtre à travers vous allez regarder le monde. Alors, vous me direz que dans toutes les cultures, il y a des différences entre les hommes et les femmes, entre le nord et le sud, entre les gens qui habitent à la campagne, les gens qui habitent en ville, les classes sociales. Je dirais oui, mais si on se positionne de côté anthropologique, quand
on regarde la classe sociale, ce qui est intéressant, c'est qu'en Angleterre, la classe sociale est vraiment dans l'accent. Et quand un Anglais a dit une phrase, tous les autres Anglais situent sa classe sociale et quel type d'école il a fait. Et que quand vous êtes en Angleterre et quand vous êtes en Allemagne, on s'attend que d'une région à l'autre, on ne peut pas vous comprendre. Vous êtes en réunion avec quelqu'un de l'Angleterre du Nord et vous dites « je ne vous comprends pas », il dira « it's normal, I come from the North ». Quand deux Allemands sont en réunion, c'est lui qui vient de la Forêt-Noire et c'est lui qui vient de Bremen. Ils sont d'accord qu'ils puissent ne pas se comprendre. Et il y a d'autres pays où il y a des différences régionales, mais on ne s'attend pas à ce qu'on ne se comprenne pas en parlant la même langue. Et c'est ça qui est intéressant du point de vue anthropologique. Ce n'est pas qu'il y ait des différences, mais comment est-ce qu'on va les représenter et quel est l'impact de ces différences. Alors maintenant, il y a encore une couche qui est l'école. Dans toutes les cultures, on va à l'école. Et toutes les cultures vont apprendre à l'autre à être logique. Alors, ce qui est différent, c'est que si vous avez fait l'école en Asie, en Afrique, vous savez qu'il y a deux systèmes de logique. Et si vous avez fait l'école aux États-Unis et en Europe, vous pensez qu'il y a une logique, la vôtre. La vôtre est tellement générale que quand ce n'est pas la vôtre, ce n'est pas logique. Par exemple, si vous êtes avec des Américains, la logique, c'est je vous dis ce que je vais vous dire, je vous le dis, et je vous dis ce que je vous ai dit. Et la répétition fait la clarté. Et si vous avez fait l'école française, vous avez appris thèse, antithèse, synthèse. Et donc, pour vous, ce qui est logique, c'est qu'il n'y a pas de répétition et que j'ai besoin de comprendre la logique. Et s'il y a une petite erreur, mais que la logique est bonne, tout est bon. Vous voyez, ces deux logiques, quand ils sont en face en réunion, ils peuvent ne pas se comprendre. Le français, il trouve que l'américain est un peu superficiel et l'américain dit que ce que vous avez dit en premier, c'est ça l'essentiel et tout le reste, c'est que vous êtes un peu perdu. Et imaginez quand vous allez vers l'Asie, quand vous allez vers la Chine, le Japon, quand vous allez au Moyen-Orient, chacun a sa logique. Et voilà, ça c'est un niveau aussi de votre culture. C'est une couche de votre culture. Le style de discours, la manière de réfléchir. Ensuite, à l'école, vous allez apprendre aussi un métier. Vous savez, vous avez parfois dans une pièce des ingénieurs qui parlent en chiffres, des gens de marketing qui parlent en chiffres, mais ils ne parlent pas de la même chose et ils peuvent se trouver mutuellement incompréhensibles. Voilà. Et puis, cette dernière couche de la culture qui est je rentre dans une organisation et je vais apprendre la culture de cette organisation. Par exemple, je suis dans une entreprise, on est professionnel, et notre entreprise se fait racheter par une entreprise qui a le même métier que nous. Et nous allons avoir notre première réunion client. Et tout le monde est professionnel et tout le monde prépare bien. Et on arrive en réunion et les autres disent « Ah, ce n'est pas comme ça que nous faisons ici. » Et vous allez découvrir la culture d'autres organisations, pas parce qu'on vous l'explique, mais parce que vous avez fait quelque chose, ils vont dire, c'est pas comme ça qu'on fait ici, c'est pas comme ça qu'on fait ici. On peut vous expliquer très bien comment vous faites ce qui ne se fait pas, mais on a du mal à vous expliquer comment faire. Voilà. Ceci est la deuxième élément de la culture, et celle-ci a une autre importance, parce que si jamais vous travaillez avec des gens de l'Afrique, du Moyen-Orient, si jamais vous travaillez avec des gens de l'Asie, vous allez sans doute rencontrer des gens qui ont ce qu'on appelle les couches de culture différentes. Par exemple, et là je vais prendre un exemple très européen. Imaginez que vous êtes un enfant, papa est italien, maman est suédoise, j'ai grandi à Paris. J'ai une culture de base très différente, très multiple. J'ai fait l'école en France, j'ai appris cette manière de faire. Et puis mon premier travail, je l'ai fait aux États-Unis. Autrement dit, vous allez avoir quelqu'un qui, à certains moments, va avoir des réactions très différentes. Et quand vous allez vers le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie, vous êtes en général face à des gens qui ont une culture qui est à la maison et une culture d'école qui sont différentes. Et donc, ils ont des couches. Et parfois, quand ils sont avec vous, ils vont changer de culture de référence. Ça peut faire de eux soit des gens très flexibles, mais ça peut aussi faire d'eux des gens qui sont difficiles à lire.
Voilà pour cette notion de votre culture est en couche. Et là, c'est aussi de se rendre compte que ces niveaux de culture sont comme un hologramme. Que votre culture française, c'est qu'on fait la queue et on va se chevaucher. On prend la parole, on va chevaucher. Et dans beaucoup de choses de la vie française, vous allez avoir cette notion de chevaucher, de ne pas être linéaire et séquentielle qui va être présente. Et c'est en cela qu'on dit qu'une culture, c'est comme un hologramme. Vous prenez un petit bout et vous allez retrouver le tout. Alors maintenant, c'est le dernier et troisième élément qui vous permet de comprendre c'est quoi une culture. Et ça, c'est qu'une culture, c'est comme un nénuphar. Là, vous avez une image d'un nénuphar, vous voyez les fleurs. Et une culture, c'est comment on mange, comment on fait une ville, comment on s'habille. Et ça, c'est un niveau de la culture qu'on voit et qui est très explicite pour nous. Mais quand on regarde le nénuphar, vous n'avez que les fleurs au-dessus. Vous avez aussi les tiges et les racines qui sont en dessous. Et les tiges correspondent aux valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Quel est le sens? Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est laid? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais? Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste? Nous avons les signes visibles de la culture. Vous avez les fleurs qui correspondent à ce qu'on voit de manière explicite, la manière de s'habiller, de sourire. Et puis vous avez en dessous les tiges. Et les tiges, ça correspond aux valeurs. Quel est le sens? Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est laid? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui n'est pas juste? Et ces valeurs, ce qui fait ce qui est la bonne manière de vivre, d'agir, ça peut être attaché de manière différente aux personnes, aux signes visibles de la culture. Et puis tout cela, ça a des racines. Les racines sont dans l'histoire, sont dans la géographie. En général, on ne sait pas pourquoi ça se fait dans notre culture, on ne sait pas d'où cela vient, mais on sait ce qui est bon, juste et n'est pas. Je vais prendre un exemple. Si on se met sur le nénuphar américain et on prend un sourire, et puis on se met sur le nénuphar français, on prend un sourire, et on va se mettre sur le nénuphar japonais. Sur le nénuphar américain, un sourire, hi, hello, how are you? On va sourire tout le temps. Le comportement défaut de l'américain, c'est de sourire. Et le sourire, il veut dire bonjour, poli, je suis content que vous soyez là. Et pour nous, c'est je suis à Walmart, je dis hello, have a nice day, thank you for coming to Walmart. Et c'est totalement sincère. Quand on se met sur le nénuphar français et on regarde ce comportement américain, ce n'est pas sincère. Comment peux-tu faire cela pour chaque personne de manière égale, la même chaque fois? Puisque sur ce nénuphar français, le sens d'un sourire, c'est j'ai décidé que j'ai envie d'aller un peu plus loin. Et donc, en France, quand vous arrivez, il n'y a pas de sourire au départ. Quand vous rentrez dans les villages, il n'y a pas de sourire au départ. Quand vous allez dans les grands magasins, il n'y a pas de sourire au départ. Okay, ça a un autre sens. Et quand le Français voit le sourire américain, il dit, il a envie d'être mon ami. Et pour l'Américain, c'est juste bienvenue. Et quand on va rentrer sur le nénuphar japonais, c'est encore autre chose, puisque sur le nénuphar japonais, c'est très intéressant. C'est très rare qu'on sourit. Et ces muscles-là, chez les Japonais, ne sont pas très développés. Et quand on dit à un Japonais, on lui pose une question, on veut qu'il nous réponde oui ou non, ce qui est inconfortable pour lui, très souvent, vous allez voir les Japonais qui vont vous faire « yes ». Et le fait qu'il hésite, le fait qu'il a fait ce sourire, ça veut dire clairement qu'il a dit non. Alors vous voyez, le sens d'un sourire d'une nénuphar à l'autre, c'est très différent. Prenons un contrat sur le nénuphar américain, un contrat sur le nénuphar italien, un contrat sur le nénuphar chinois. C'est pas du tout la même chose. Et vous voyez, c'est cela qui est intéressant. C'est qu'on rentre dans, je vois un comportement visible, mais pour vraiment le comprendre, je dois savoir quelle est la valeur, quel est le sens, qu'est-ce qui est bon et juste, beau et laid dans cette culture pour vraiment le comprendre. Pour savoir que si je signe un contrat avec un Américain, quand tu le signes, c'est la fin de la négociation.
Et quand je signe le contrat avec les Chinois, la négociation sera permanente, elle peut toujours arriver. Et c'est ça qui est important. Voilà, 3 métaphores pour vous aider à comprendre c'est quoi une culture. Merci.